Charles Benoît Hetzig, bonjour. Bonjour. Tu es le président fondateur du Rameau, qui est donc spécialisé depuis déjà maintenant plus de 15 ans dans les enjeux d'alliance dans les territoires et de partenariat. Le fameux ODD 17, l'objectif du développement durable énoncé par l'ONU, qui en évoque 16, dont le 17e, qui porte justement sur les partenariats. C'est un vrai sujet, notamment dans les territoires. Quels sont finalement les principaux constats depuis par exemple 2 ans avec la période de crise sanitaire? Qu'est-ce qui a changé de votre regard? Alors, ce qui a changé très clairement, c'est le regard que l'on porte sur ces alliances d'intérêt général en territoire. Elles existaient, hein, nous, dès nos travaux de recherche en 2006, on commence à capter très vite trois choses, que ce sont des questions d'innovation et pas simplement de solidarité ou de bonnes pratiques, mais vraiment d'innovation inventée ensemble. Et d'ailleurs, ce sont les associations et les PME de territoire qui nous le disent, les premières. Le deuxième élément que l'on constate, c'est vraiment que c'est une question territoriale, c'est-à-dire à taille humaine, en capacité finalement de faire comme si c'était une petite paillasse. Oui. Et troisième élément, que quelque part, c'est complètement en dessous de tous nos radars. Tous nos processus ont été construits de façon verticale, avec tous les avantages que ça peut avoir, mais l'horizontalité des territoires, l'horizontalité des alliances n'étant pas du tout prise en considération. Et d'ailleurs, vous évoquiez les objectifs de développement durable en 2015. Les grands pays du Nord vont en déterminer 16 et ce sont les pays du Sud qui, presque à la dernière minute, vont dire s'il n'y a pas le 17e, c'est-à-dire concrètement comment on va faire opérationnellement parlant pour que ça fonctionne, eh bien finalement on n'aurait eu que cette vision systémique et non pas le comment va-t-on faire. Ouais. Et donc pour répondre très concrètement à votre question, qu'est-ce qui est apparu au grand jour depuis 2 ans maintenant? C'est que cette réalité très incarnée territorialement parlant, qui était vraiment déjà là, on prend conscience qu'elle existe. Parce que finalement, quand les logiques verticales ne fonctionnent pas, parce que dans une crise comme celle que nous avons vécue, on ne peut plus avoir cette chaîne de commandement comme avant, on se rend compte qu'il y en a une autre qui existe, qui ne se substitue pas à la première. Et d'ailleurs, ça peut être très intéressant, on pourra en reparler. C'est pas du tout une horizontalité qui viendrait remplacer une verticalité, c'est une complémentarité. Mais simplement, on a vu sa pertinence, on a vu son utilité. Et puisque nous sommes à Convergence aujourd'hui, rappelons qu'en 2019, donc avant la crise, le secrétaire d'État Gabriel Attal était venu pour le lancement du référentiel sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, où nous soulignions dans ce référentiel l'importance des alliances, et que c'est un mois après qu'il lançait la mission ministérielle que nous avons eue avec la députée Catherine Racambouzon et moi-même. Et donc l'autre élément, qui lui est plus institutionnel, ça a été de pouvoir mobiliser plus d'une centaine de réseaux nationaux, territoriaux, publics, privés, pour réfléchir ensemble à comment justement inventer cette valorisation de ce qui existe déjà très concrètement sur nos territoires. Et si on voulait prendre un exemple d'une alliance territoriale qui est finalement marquante, qui a eu le plus d'impact dans son territoire, on pourrait prendre... Alors, vous allez me faire beaucoup d'ennemis parce que si on ne prend que le réseau des pionniers des alliances en territoire, c'est-à-dire les catalyseurs territoriaux qui aujourd'hui très concrètement, quotidiennement animent ces relations, ils sont 350 et de profils extrêmement différents, provenant des collectivités territoriales, des associations, des entreprises, des acteurs académiques. Et donc, en choisir un parmi 350, je vais avoir au moins 349 ennemis. Mais je vais faire l'exercice en vous en prenant 2 exemples qui sont nés exactement la même année, c'est-à-dire en 2010, où d'un côté une collectivité territoriale, celle de Charenton-Saint-Maurice, de l'autre côté une grande entreprise, la direction régionale de la Poste, décide de se dire comment on met autour de la table les acteurs pour réfléchir ensemble aux enjeux du territoire. On est en 2010, donc c'est intéressant parce que 11 ans après, on peut vraiment en évaluer les résultats. Et l'idée au départ est de dire, on ne va pas arriver avec un projet en disant est-ce que le projet est bien, mais on va arriver en disant, on met autour de la table la diversité des acteurs et on se pose la question ensemble, quels sont les enjeux de notre territoire, les fragilités prioritaires et finalement, qu'est-ce que chacun peut contribuer à faire. Et on va choisir ensemble les angles d'approche. Très intéressant, prenons l'exemple de Charenton-Saint-Maurice, 3 éléments vont ressortir, le handicap sur le territoire, les liens avec l'emploi et les handicaps sur le territoire, la question de l'insertion des jeunes et la question de la pauvreté. Et ça va être toute une réflexion entre associations, entreprises, collectivités territoriales, acteurs académiques et notamment
les établissements, le lycée Maurice Schumann, et il va y avoir tout un cheminement qui va permettre d'engager les entreprises du territoire, notamment les petites d'entre elles, au travers le club territorial, pour vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire concrètement. Et naîtra notamment le programme Quand élèves et entreprises se rencontrent, c'est-à-dire comment par an, depuis maintenant 7 ans, les 200 jeunes qui rentrent en lycée sur la question de la rencontre avec les entreprises vont aller rencontrer une cinquantaine d'entreprises différentes pour pouvoir découvrir la diversité des métiers. Les entreprises vont venir dans le lycée pour présenter, les étudiants vont sortir pour aller visiter les entreprises et, fait exceptionnel, les 11 enseignants concernés ont accepté d'aller se former à la collectivité territoriale, à la direction de l'emploi et de l'insertion pour pouvoir justement découvrir quelles sont les nouvelles techniques pour connaître les entreprises. Ça peut paraître rien, mais 200 jeunes à l'échelle d'un territoire qui mobilisent une cinquantaine d'entreprises, un lycée et l'ensemble des enseignants qui sont derrière, eh bien ça a fait finalement effet de levier, puisque au moment de l'émergence des territoires, le regroupement des territoires, eh bien les 13 autres communes au-delà de Charenton-Saint-Maurice se sont saisies de ça, et aujourd'hui eh bien il y a un programme collectif qui s'appelle VitaWin qui va justement mettre l'ensemble des acteurs. On y retrouve le MEDEF local, on y retrouve le rectorat, on y retrouve l'ensemble des acteurs. Donc ça marche, d'accord. Autre exemple sur un autre territoire, sur celui du côté de Poitiers, donc même méthodologie, agir ensemble en territoire, mais cette fois-ci c'est la Poste, la direction régionale qui invite les acteurs à réfléchir ensemble sur les enjeux du territoire. 3 enjeux ressortent, le numérique, le vieillissement de la population et l'insertion des jeunes. Et qu'est-ce qu'ils font faire? Ils vont faire une alchimie et ils vont créer un projet qui s'appelle Silver Geek, qui est comment on mobilise des jeunes en service civique pour aller former des personnes, des seniors au jeu. Donc c'est une réduction de la fracture digitale par le jeu, et aujourd'hui au grand jeu tech où généralement vous avez que des jeunes, vous avez toujours une équipe de seniors de plus de 80 ans qui y va, parce que justement avec Silver Geek et avec les jeunes en service civique, eh bien ils ont créé cette complicité. Là encore ça peut paraître rien, sauf que ce territoire a inventé une solution qui aujourd'hui grâce au service civique et bien évidemment grâce à Unicité en particulier a pu être déployée très largement. Mais pourquoi? Parce que Orange, Maïf, les centres sociaux locaux, Unicité localement, les ateliers du bocage, l'ensemble de ces acteurs s'étaient mobilisés, avaient mis une intelligence commune et ont créé un projet qu'aucun d'entre eux tout seul ne pouvait faire. Oui. Et c'est là où ça devient très intéressant. C'est pas comment est-ce que j'ai un beau projet, je mobilise l'ensemble de mes acteurs du territoire. C'est nous avons un défi commun, comment on se mobilise, qui peut apporter quoi? Orange a apporté de l'équipement, la Maïf, la Fondation a apporté du financement, les jeunes en service civique, c'était Unicité, ADB Solidatech a apporté tout son projet Solidatech. Donc chacun avait une pierre à l'édifice de quelque chose qui n'aurait pas pu être inventé autrement. Et aujourd'hui, eh bien évidemment, dans la question de la fracture numérique, eh bien, ce projet Silver Geek a une place tout à fait déterminante. C'est des territoires que naissent l'innovation. C'est comme une paillasse d'innovation. Vous comprenez bien qu'avant d'avoir un traitement médicamenteux à grande échelle, eh bien, Fleming il doit d'abord l'inventer, d'accord? Et donc nos territoires jouent ce rôle-là, et c'est pas aujourd'hui dans le contexte actuel qu'on ne comprendra pas l'importance d'abord d'inventer des solutions avant de dire oubi et orbi, j'ai tout inventé, ça y est, il n'y a qu'à Faucon, regardez si jamais j'ai ma belle innovation, mon beau projet, on va sauver le monde en 3 mois. Ça, peut-être. Et si vous me demandiez tout à l'heure ce qui a changé depuis 2 ans, c'est la vraie fin des arrogances. Qui peut dire aujourd'hui, mais avec mon projet, regardez, il suffit, il n'y a qu'à Faucon, donnez-moi 3 francs 6 sous et machin, et je vous sauve le monde. Il y a une humilité par rapport à ce que nous vivons, non pas pour dire « Ah, tout est foutu, on n'y arrivera pas », mais au contraire. Ouais. Pour dire on a les moyens, mais si on travaille, si on bosse un peu ensemble, et si on arrête de dire j'ai déjà trouvé, il n'y a qu'à Faucon, donnez-moi tous les moyens pour le faire. Et cette humilité-là, c'est les territoires qui nous l'enseignent. Et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dès 2006, nous avions vu que ce travail très concret des acteurs en territoire, il existait. Aujourd'hui, il est valorisé. Merci Charles Benoît, parce que même si vous venez de nous faire beaucoup d'ennemis, en même temps, ça nous a permis, avec des cas très concrets, de pouvoir projeter l'enjeu de l'ODD 17, qui peut paraître parfois théorique et en même temps qui est très pratico-pratique. Et le fonds ODD 17 qui a été doté financièrement pour accompagner
l'expérimentation, la documentation, parce que le but c'est évidemment que tout ça puisse passer à l'échelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, ça c'est un point qui nous semblait très très important. Pourquoi? Dans la mission ministérielle, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait 3 choses très importantes. Un cap. Le cap, il était simple. Les ODD 17 nous le donnaient. Comment on le décline territorialement en France? Les 21 mesures de la mission ministérielle permettaient de dire comment très concrètement, en partant de la réalité territoriale, on peut le faire. Derrière nous. Deuxième point, un cadre juridique. Nous avons une problématique en France, c'est que nous avons un droit qui protège la personne, qu'elle soit physique ou morale, et donc par le droit français, depuis toujours, les alliances sont suspectes. Donc difficile de contractualiser. Grâce à la députée Cathy Racan-Bouzon, nous avons maintenant une proposition de loi, et souhaitons que le Parlement s'en saisisse très rapidement maintenant, qui explique pourquoi nous avons besoin de ce cadre juridique, et j'allais dire, maintenant on peut passer au terrain très concret. Le troisième point qui est essentiel, c'est cette capitalisation partagée, cette capacité finalement à avoir accès à l'ensemble de ce qui existe déjà, mais pas un accès, une boîte à outils miracle qui ferait tout ou un site internet qui ferait papa-maman. Concrètement, de quelles données, de quels outils, de quelles compétences je peux disposer en fonction de mes objectifs, de mon profil, de ma maturité, de mes envies. Eh bien, tout ce travail-là, c'est ce auquel s'attache le fonds ODD 17 qui a été créé conjointement par la Fondation Total Énergie et le Rameau apportant les investissements faits en capitalisation depuis maintenant 7 ans et la Fondation Total Énergie apportant un capital et ses compétences, et j'insiste là-dessus, pour qu'on construise ensemble vraiment quelque chose qui est au plus près des besoins des territoires. 3 choses. Capitaliser et mettre à disposition la connaissance déjà existante. C'est-à-dire de partir de la réalité de terrain pour montrer ce qui existe déjà. Deuxième élément, mais ce qui existe déjà, pas parce que c'était conçu je ne sais où, mais parce que les acteurs l'ont déjà pratiqué. Quelles sont les données? Ça c'est très important. Depuis 2008, l'Observatoire des partenariats suit qu'est-ce que les citoyens en pensent, qu'est-ce que les entreprises en pensent, qu'est-ce que les élus locaux en pensent, qu'est-ce que les associations en pensent, et surtout qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir faire ça. Ces données-là sont essentielles. On ne fait pas la même chose en Occitanie ou en France. Savoir ces différences et ces spécificités territoriales sont essentielles. Premier levier, de pouvoir financer cette connaissance partagée et mise à disposition de tous gratuitement et au plus près des besoins, c'est-à-dire aller vraiment chercher les acteurs pour qu'ils puissent en bénéficier. Deuxième élément, financer les expérimentations et l'ingénierie territoriale des alliances, parce que effectivement c'est très difficile de faire alliance. Et quelque part, ce go-between, ces fameux 350 catalyseurs dont je me permets de redire aux 348 autres que je les aime beaucoup, qu'ils ont des récits aussi passionnants, eh bien finalement, comment on soutient ça? C'est quoi le modèle économique de ça? On voit bien que c'est une 3e ingénierie qui est en train de naître sur les territoires. On ne sait pas la financer aujourd'hui. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire ça. Il faut qu'on l'invente ensemble. C'est pas une opération du Saint-Esprit et c'est pas en disant il faut ajouter encore une ligne de crédit je ne sais où. C'est vraiment quel est le modèle économique? Qu'est-ce que ça crée comme valeur? Qu'est-ce que ça crée comme frugalité? Et comment est-ce qu'on en invente le sujet? Deuxième chose. Et puis troisième chose, pour un certain nombre de grands projets nationaux qui sont dans ces dynamiques d'alliance, je pense par exemple au fonds que la Caisse des dépôts a impulsé avec la JEBVA, avec la Fondation Carasso, avec la Fondation Caritas. C'est vraiment comment est-ce qu'on soutient ces ingénieries d'alliance pour justement permettre à chacun finalement de prendre le temps. Et peut-être c'est ça ce qui caractérise le mieux le fonds ODD 17, c'est de prendre le temps d'analyser, de capitaliser toute cette connaissance. Par exemple, à la conférence que j'ai animée aujourd'hui sur l'économie de l'Alliance, Laurent Lély, directeur de la chaire Interaction, rappelait l'importance de capitaliser, de garder la mémoire du chemin. Aujourd'hui, on garde la mémoire des résultats, mais pas du chemin. Autrement dit, que le résultat soit bon ou soit pas bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment voulez-vous reproduire quoi que ce soit si vous avez juste un résultat? Il faut que nous investissions dans cette ingénierie, et ce que nous nous sommes donné comme objectif avec la Fondation Total Énergie et le Rameau, c'est de pouvoir finalement, entre l'éléphant qu'ils sont et la souris que nous sommes, de pouvoir se dire, est-ce qu'on ne peut pas, pendant 3 ans, travailler sur une ingénierie, un financement de cette ingénierie qui donne une vraie prime à l'alliance, c'est-à-dire que ça soit valorisé pour ce que c'est et pas simplement qu'on dise c'est très bien, bravo, il faut en parler, bravo, bravo, on vous félicite. Il faut qu'on dépasse maintenant la reconnaissance pour aller vers finalement l'investissement dans cette capacité d'alliance, et finalement il faut qu'il y ait, y compris économiquement, une prime alliance. Oui,
ceux qui prennent le risque de faire associations, entreprises, collectivités territoriales, académiques ensemble, eh bien oui, il est normal qu'on en reconnaisse finalement la valeur. C'est plus difficile, mais c'est eux qui inventent le monde de demain. Et alors l'agenda, la finalité de ce premier tour du fonds DD17 et les prochaines étapes, ça se projette Alors, comment? nous avions trois grandes phases. Une première phase, c'est vraiment le cadrage de ce fonds. Et ça a été fait en lien avec la mission ministérielle et les 21 mesures pour pouvoir soutenir les 21 mesures. La deuxième phase, qui était le premier semestre 2021, ça a été de sélectionner une cinquantaine de projets pour dire comment est-ce que c'est représentatif, tout domaine, tout territoire, tout acteur, pour avoir finalement cette logique-là. Et on entame vraiment the best moment, c'est-à-dire finalement quelle est l'ingénierie de cette ingénierie d'alliance qui est au service de ces projets, et donc en pouvant construire avec eux un système de pilotage qui permet tout à la fois de l'investisseur de pouvoir justifier de son investissement, mais aussi pour eux de pouvoir valoriser leur action. Donc on a ce qu'on appelle dans notre jargon la reverse innovation. On est à se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que finalement la justification par rapport à un investissement ne soit pas là pour faire du reporting, de la due diligence ou de pouvoir fliquer les choses, mais à l'inverse, pour pouvoir valoriser au maximum la prise de risque qui est, en reconnaissant que s'il y a eu un échec, mais s'il a été capitalisé, alors ça a autant de valeur qu'un résultat positif, parce que c'est un chemin que d'autres pourront éviter, même si on n'évite pas toujours tout. Confucius disait que l'innovation est un chemin, que la connaissance pardon, est une bougie qui n'éclaire que soi-même. Mais quelque part, si on peut être dans cette logique-là, de garder mémoire, y compris des échecs, et en félicitant ceux qui ont un échec, parce qu'ils ont pris le risque d'essayer, même si ça n'a pas été un succès, vous voyez bien qu'on réinverse un peu notre logique française qui dit impact, évaluation, mais ce n'est pas une évaluation dans le sens comment on progresse ensemble. On est resté dans une logique très audite, très chiffre, très donné. Comment est-ce qu'on va cumuler? Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir une évaluation d'impact et du nombre de traitements de patients traités quand Fleming n'a pas inventé la pénicilline? Ces débats sont stupides. On est vraiment dans une logique où on croit qu'on est dans une logique qui est déjà industrielle et dont il faudrait inventer l'évaluation. Ce n'est pas la question. La question, c'est comment, dans la phase de R&D, dans la phase de modélisation, dans la phase de déploiement, on invente une évaluation qui valorise ce qui est fait. Il faut se compter, savoir se raconter dans la phase de R&D. Qu'est-ce qu'on a fait? Le carnet de recherche a énormément de valeur. Quand on modélise, faut prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on peut partager? C'est ça. Comment on peut se compter, combien sommes-nous à pouvoir reprendre cette logique-là pour passer du tube à essai à une capacité à produire beaucoup plus globalement. Et après, seulement après, on va se poser des questions de comment on compte concrètement. Et ça, j'insiste là-dessus. Il y a une certaine forme paradoxale, en tous les cas, qui saute de l'un à l'autre, d'aller à la fois dans la même phrase, de dire il faut innover et il faut avoir de l'impact. Je suis désolé, c'est paradoxal. On a de l'impact qu'une fois qu'on a déjà innové, déjà une preuve de concept, déjà une capacité d'industrialisation. Et donc, oui, c'est vrai. Mais ce sont des temporalités différentes. Et peut-être que dans nos réflexions, il faudrait que nous réinjections la valeur du temps, et c'est là où les territoires nous apprennent que sans le temps, eh bien, quelque part, nous n'avons pas de solution. Mais si nous regardons le temps, si nous réintégrons le temps comme une donnée essentielle, y compris pour valider des projets, alors tout d'un coup, eh bien, on voit de la valeur là où on n'en voyait pas. Et tout d'un coup, finalement, cette capacité à féconder nos territoires avec ces alliances stratégiques d'un nouveau joueur prennent une valeur tout à fait déterminante. Je viens de Champagne. Mes vignes, elles font 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, pardon, j'y arriverai, pour aller chercher l'eau. D'accord? Ça ne se fait pas en un jour. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des pâquerettes? C'est très joli les pâquerettes à l'été, mais à l'automne, elles sont mortes. Ou est-ce qu'on veut construire des chênes du Liban qui soient des cèdres du Liban, qui soient forts, qui nous permettent de pouvoir affronter 2030 sereinement et qui permettent surtout de dire aux femmes et aux hommes de notre pays, nous ne sommes pas en feu, notre pays est chrysalide qui devient papillon. Eh bien, c'est ça le choix que nous avons. Est-ce que nous ne voyons que ce qui ne va pas dans une logique où on a peur parce qu'on ne sait pas? Ou est-ce que justement parce qu'on ne sait pas et qu'on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, c'est justement quand on ne sait pas qu'on a pu inventer ensemble des solutions? C'est la dernière renaissance, elle date d'il y a 500 ans. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons notre propre renaissance et depuis 15 ans, où j'étudie les territoires, la capacité d'alliance, la capacité des acteurs à se dépasser pour justement
prendre le risque de l'autre, je peux vous dire que je crois profondément en notre renaissance. Eh bien, merci beaucoup, Charles Benoît. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous de m'avoir invité.